Pas-de-Calais. C'est ici même qu'Éric mène une vie sans histoire. Éric est un ouvrier de 39 ans, décrit par ses proches comme discret et timide. Il s'est marié à Cécile et ensemble, ils ont un enfant. Mais cette famille va basculer dans l'horreur. Ce soir-là, Éric rentre du travail et s'aperçoit que les pneus de sa voiture sont à plat. Il prévient sa femme et s'attelle à les changer. Au bout d'un long moment, ne le voyant pas revenir, Cécile sort de la maison et découvre son époux agonisant près de sa voiture. Il a reçu une balle mortelle dans le dos. Les premiers soupçons vont vers son beau-frère, avec qui il avait une querelle sur fond d'héritage. Mais les enquêteurs vont également découvrir que la femme d'Éric était bénéficiaire d'une assurance vie d'1 million d'euros en cas de décès de son époux. En novembre 2001, dans le Pas-de-Calais, Éric, un ouvrier de 39 ans, est tué d'une balle dans le dos, devant chez lui. Rapidement, le mobile financier se dessine pour les enquêteurs. Car Éric possédait des terres agricoles. Mais surtout, une assurance vie de 1 million d'euros. Alors, qui a tué Éric? Sa femme l'aurait-elle fait assassiner pour toucher son héritage? Ou quelqu'un d'autre en voulait-il à son patrimoine? On cherche toujours dans une affaire criminelle, au fond, à qui profite le crime, qui peut avoir intérêt à tuer telle ou telle personne. Est-ce que derrière tout ça, de manière sous-jacente, il y a des intérêts économiques ou des intérêts financiers? Nous sommes en 2001, à Bune, un petit village du Pas-de-Calais, situé à proximité de Béthune. C'est ici que vit Éric, 39 ans. Éric, c'est quelqu'un qui fait pas de vagues, qui est très discret, qui est très silencieux, qui a peu de loisirs, peu de plaisir. C'est un garçon qui est apprécié, un garçon simple, un garçon modeste, qui n'a jamais fait parler de lui autrement qu'en bien. C'est pas quelqu'un qui joue, c'est pas quelqu'un qui fréquente des femmes, c'est pas quelqu'un qui a une vie dissolue, c'est quelqu'un qui a une vie extrêmement saine. Un petit verre par-ci, un petit verre par-là le dimanche, mais rien de plus. Éric est marié depuis 12 ans avec Cécile, 39 ans également. C'est une femme extrêmement réservée, je dirais, timide et très attachée au cercle familial. Cécile est une femme fluette, brune, discrète, peu fardée, qui ne s'habille pas particulièrement d'une manière excentrique. C'est-à-dire c'est Madame Tout-le-Monde, Cécile, à l'image de son mari. Éric est Monsieur Tout-le-Monde. D'après les proches de Cécile et d'Éric, c'est un couple qui vit un véritable bonheur, ils vivent le parfait amour. Cécile et Éric viennent tous les deux du même village. Les familles d'agriculteurs se connaissent toutes à Bune et ce sont des anciennes familles d'agriculteurs. Donc on est sur un petit village également, donc tout le monde se connaît à Bune. Et finalement, tous ces gens vivent à quelques mètres les uns des autres. La famille de Cécile et la famille d'Éric se connaissent depuis longtemps, puisqu'ils sont toutes les deux issus du monde de l'agriculture. Et Éric et Cécile se sont rencontrés dans ce milieu, ne se sont plus quittés jusqu'à leur mariage et ce fils qu'ils ont eu, Rémi. Ce sont des parents extrêmement présents, extrêmement affectueux. Hein. On vit vraiment dans le cercle familial, dans le cocon familial. Et ce sont des gens, encore une fois, qui étaient extrêmement proches de leur enfant. Il est prêt à tout pour son fils. Il vit en partie pour son fils. Son fils représente beaucoup
pour Éric. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Éric travaille à l'usine. Il travaille à la cristallerie, qui est l'usine qui, en général, accueille la plupart des gens des villages. Soit ils sont agriculteurs, soit ils travaillent à la cristallerie d'Arc et il est ouvrier sur la chaîne, il fait des verres. Les ouvriers de la cristallerie d'Arc sont plutôt bien payés, mais enfin, ça reste quand même une rémunération modeste. Le salaire d'Éric doit être aux alentours de 1200, 1500, 1700 € en fonction des nuits et des petites primes. Quant à Cécile, elle mène également une vie de labeur. Cécile, qui a toujours travaillé, elle était employée dans un supermarché à Béthune. Elle était employée, je crois, au rayon fruits et légumes. Et c'est donc quelqu'un qui passe son temps à travailler. Elle doit avoir une rémunération assez modeste également, et que les 2 salaires qui tombent tous les mois sont les bienvenus pour faire vivre la famille. Ils ont réussi, à force de travail, d'abnégation, d'économie, à se constituer un patrimoine modeste, propriétaire de leur maison. Une jolie maison coquette, qui ne représente pas naturellement, au vu du marché immobilier actuel, des sommes astronomiques, mais qui représente certainement le travail d'une vie. C'est un pavillon qui aujourd'hui peut être vendu 150 000, 180 000, grand maximum. En plus de leur maison, ils ont également la perspective d'obtenir des terres agricoles en héritage. Car tous deux sont issus de familles qui cultivent la terre. Cécile est issue d'une famille un petit peu terrienne, donc elle est censée hériter de terre. À Bune, beaucoup d'agriculteurs cultivent la betterave. C'est le légume phare de Bune, et notamment la famille d'Éric. On sait que les membres de la famille possèdent différentes terres, mais on n'est pas en mesure aujourd'hui d'estimer le nombre ni le montant de ces terres. Alors c'est tout le problème du monde agricole dans cette région, c'est qu'en fait ils ont peu d'argent en cash, mais ils ont beaucoup d'argent entre guillemets en terre, en pâture. Une famille sans histoire qui va pourtant basculer dans l'horreur le 2 novembre 2001. Ce jour-là, Éric rentre du travail. Il a été raccompagné à son domicile par l'un de ses collègues de travail. Le véhicule s'arrête, Éric en descend. Il va rentrer à son domicile. Et il a indiqué immédiatement à son épouse qu'il a constaté que les pneus du véhicule garé devant le domicile étaient crevés, en tout cas dégonflés, et qu'il ressortait voir ce qui s'était passé. Cécile va donc voir son mari quitter le domicile, s'absenter quelques instants, et ne le voyant pas revenir, elle va sortir. Elle va découvrir alors que son mari est allongé par terre et qu'il est à l'agonie puisqu'il a été touché d'une balle. Donc il va décéder dans les minutes d'une hémorragie terrifiante, une hémorragie extrêmement violente, et il va perdre la vie du fait de cette balle. Mais alors, que s'est-il passé? Qui a pu s'en prendre à Éric? L'héritage du couple aurait-il fait des envieux dans le village? Le vendredi 2 novembre 2001, à Bune, dans le Pas-de-Calais, Éric vient d'être découvert par sa femme, agonisant à côté de sa voiture. Elle prévient immédiatement les secours. Les secours constatent la mort d'Éric,
puisqu'il a été tué d'une balle. Les gendarmes sont appelés sur place et arrivent dans la foulée sur les lieux de ce qui est désormais une scène de crime. Ils commencent leur enquête, elle part de zéro. Ils vont donc commencer à investiguer sur place. On n'a aucune idée sur ce qui a pu se passer. Voilà, quelqu'un qui n'a pas d'histoire particulière et qui est la victime de ce qui va très vite être qualifié d'assassinat. Le service d'enquête, imaginant presque immédiatement qu'on a tendu un piège, un guet-apens. C'était la thèse. En réalité, c'était un traquenard, bon, un assassinat. Bon, un tireur était posté, attendait Éric pour le tuer. C'est une affaire complètement invraisemblable et incompréhensible. Qui aurait pu vouloir tuer cet homme sans raison apparente? Et les indices, retrouvés sur les lieux, ne font que renforcer le mystère autour de ce crime. 5 balles ont été tirées, 4 en direction de la voiture et 1 dans le corps d'Éric. Ce qui est incompréhensible dans le dossier, c'est que si vous voulez tuer quelqu'un, quel était l'intérêt de tirer dans les pneus, dans les portes, dans le moteur? Il faut quand même qu'on s'explique pourquoi on a véritablement fait un carton sur le véhicule. Alors c'est un tueur extrêmement maladroit. Mais c'est un autre élément qui intrigue les enquêteurs. Sur les lieux du crime, aucune douille n'est retrouvée. Ça peut être un indice d'une forme de professionnalisme de celui qui a commis l'acte criminel, parce que avoir le réflexe de ramasser les douilles veut dire, 1, qu'on agit de sang-froid, veut dire 2, qu'on peut avoir une certaine habitude d'armes, et notamment des méthodes d'enquête utilisées par les services de police et de gendarmerie. Le 7 novembre 2001, soit 5 jours après le meurtre, le corps d'Éric est autopsié. L'autopsie, elle va permettre, puisqu'on n'a pas retrouvé de douille, de savoir quel type d'arme à feu a été utilisée. C'est une arme extrêmement commune, une carabine 22 long rifle. C'est l'arme qu'on utilise pour, pour faire des cartons dans son jardin, pour s'exercer au tir. Et c'est vrai que dans la région, tout le monde agricole a soit des fusils, soit des 22. On dit d'ailleurs une 22. Et voilà, et attention, je sors la 22. N'ayant toujours pas de piste, les enquêteurs se lancent alors dans une série d'interrogatoires. Il y a une enquête de voisinage et personne ne dira avoir entendu des coups de carabine. Bon, encore une fois, c'est la nuit, il y a une route qui est une route passante. Est-ce que le carabine était ou non équipé d'un silencieux? On peut se poser raisonnablement la question. En tout cas, personne n'a entendu des coups de feu, mais c'est une évidence que de vous dire que des coups de feu ont pourtant été tirés. On interroge la famille. Est-ce qu'il y avait des raisons de s'en prendre à la vie d'Éric? Est-ce qu'il y avait des mobiles? Est-ce qu'il y avait des gens qui lui en voulaient? L'enquête n'aboutit finalement à rien. Personne n'a la moindre idée de ce qui est à l'origine de ce meurtre. Et par conséquent, l'enquête va finir par s'enliser dans les premiers mois. Mais en fouillant dans la vie de la victime, les enquêteurs finissent par tomber sur un indice qui les met sur une piste. On va découvrir tout de même qu'Éric, une semaine avant son décès, avait pris une assurance sur la vie pour une somme conséquente à l'époque, puisqu'il s'agissait, en cas de décès, pour ses héritiers, de toucher 1 million d'euros.
Alors, Éric se sentait-il menacé? Qui est le bénéficiaire de cette assurance vie? Et Éric aurait-il été tué pour son héritage? À Béthune, en novembre 2001, l'enquête sur la mort d'Éric, un ouvrier de 39 ans, prend un nouveau tournant. La découverte d'une assurance vie d'un montant d'1 million d'euros oriente les gendarmes sur un mobile financier. On cherche toujours dans une affaire criminelle, au fond, à qui profite le crime. Qui peut avoir intérêt à tuer telle ou telle personne. Est-ce que derrière tout ça, de manière sous-jacente, il y a des intérêts économiques ou des intérêts financiers? Ça a été recherché dans l'affaire qui nous occupe. On s'est intéressé au fait de savoir si l'assurance vie qu'Éric avait consenti récemment après le drame à son épouse pouvait éventuellement en être la cause. Les enquêteurs placent alors Cécile, la veuve, sur écoute téléphonique. Et les conversations qu'ils vont entendre laissent penser qu'elle aurait un amant. Une hypothèse que la veuve va confirmer. Donc Cécile finit par révéler aux enquêteurs qu'elle avait une relation extra-conjugale avec un de ses collègues, un boucher qui habitait le village voisin, un boucher de 31 ans. C'est assez étonnant parce qu'on pense qu'elle est une femme parfaite, une mère de famille, et on n'imagine pas qu'elle puisse avoir une histoire parallèle alors qu'elle apparaît comme la veuve éplorée au moment du décès. Dès lors, les soupçons vont commencer à s'orienter vers Cécile. Car il semblerait que Cécile est une face cachée. On peut imaginer que Cécile, finalement, trouvait son époux un petit peu trop terne, un petit peu trop discret, finalement, pas suffisamment clinquant. Il tombe amoureux de ce boucher. C'est l'antithèse d'Éric. Plutôt flambeur, plutôt grande gueule, plutôt papeureux, plutôt bagarreur. Un peu le profil de lorsqu'on est une jeune fille de 20 ans et qu'on va au bal à Bune, c'est plutôt le genre de type, on se dit ça c'est un vrai mec. Et c'est vrai que quand elle fait la comparaison ne vaut pas raison, mais quand elle regarde Éric, l'homme qu'elle a choisi, avec lequel elle s'est mariée, c'est vrai que c'est pas les mêmes. Éric est un homme qui ne dépense pas, est un homme qui fait attention à ses sous, c'est un homme qui cultive son petit jardin. L'autre, c'est un homme dont on dit qu'il a, je dirais, la dépense facile. Il a une belle voiture, Et je pense que Cécile, elle cherche ça. Ces éléments mettent en lumière une autre facette de la veuve. Il y a une Cécile derrière la Cécile. Cette petite caissière, il y a une Cécile peut-être à l'intérieur qui brûle d'ambition, qui brûle de désir, qui quelque part qui a envie d'une autre vie. Elle en a marre en fait de cette vie rurale, rustique. L'assurance vie d'1 million d'euros pourrait lui ouvrir les portes d'un nouveau monde. Un million, c'est une sacrée somme. Cécile, qui est une petite salariée du rayon fruits et légumes, c'est 1 500 €, un salarié de grande surface. C'est pas beaucoup plus. Pour elle, c'est la clé du bonheur. Les enquêteurs s'interrogent. Cécile aurait-elle pu faire assassiner son mari pour toucher de l'argent? La piste de l'assurance vie, qui est une des pistes qui a été explorée, effectivement, immédiatement donne le sentiment que Cécile
pourrait donner, je reste prudent, le sentiment que Cécile avait calculé des choses, avait imaginé des choses. Et avec cette somme, la voilà partie, quittant ce village de bouillasse et de glaise pour le soleil, la mer. N'est-ce pas finalement un assassinat commandité pour pouvoir toucher cette somme importante? Ou est-ce que ce n'est pas simplement une initiative d'un amant qui aura voulu le tuer pour s'en refaire sa vie avec Cécile et à ce moment-là profiter de l'argent, sans même qu'elle en soit informée? Tout est possible. On interroge alors son amant sur son emploi du temps, le soir du meurtre. Mais Cécile apporte un élément qui met à mal la thèse du meurtre prémédité pour toucher l'assurance. Éric avait souscrit peu avant son décès un contrat d'assurance vie sans qu'il n'en prévienne son épouse. Et cet élément-là, c'est-à-dire l'absence de connaissance par Cécile d'un contrat d'assurance vie à son bénéfice, est établi par les éléments du dossier. Cécile, lorsqu'elle a été déclarée bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie, ignorait que son mari en avait souscrit un à son profit. La mère et la sœur d'Éric sont à leur tour interrogées. Elles expliquent alors les raisons qui auraient poussé Éric à contracter l'assurance vie. Il est à une friteuse, on fait beaucoup de frites, notamment dans le nord de la France, parce que c'est quand même une tradition, la pomme de terre. Et il fait ses frites dans une friteuse. Et cette friteuse, l'huile va s'enflammer et va brûler une partie de la cuisine. Il a eu très peur, il s'est dit, tiens, peut-être qu'il pourrait m'arriver un jour quelque chose. Et donc, il a voulu certainement assurer l'avenir de sa famille et de son fils. La piste de Cécile est donc abandonnée. Et je trouve qu'il est absolument honteux, scandaleux, je n'aurais pas de mots assez forts pour le décrire, d'émettre quelques soupçons que ce soit à l'égard de Cécile. Au niveau de l'enquête, retour en arrière, l'enquête n'avance pas. L'hypothèse étant écartée de Cécile et de son amant, les enquêteurs n'ont pas de piste, n'ont aucune piste et on ne sait toujours pas qui a tiré. Alors, que vont découvrir les enquêteurs? À qui aurait pu bénéficier la mort d'Éric? S'agirait-il d'un règlement de compte sur fond d'héritage? À Béthune, quelques mois après le meurtre d'Éric, l'enquête s'enlise. Mais en enquêtant du côté de la famille du défunt, une dispute au sujet d'un héritage familial va finalement éclairer les gendarmes. Un nouveau rebondissement dans cette affaire, puisque les enquêteurs découvrent qu'un contentieux existait entre Éric et un membre de sa famille, un contentieux qui avait pour objet un terrain familial, une pâture, plus précisément à Bune. Il y a certainement eu des discussions pour savoir à qui cette pâture serait donnée au décès des parents. Une des sœurs d'Éric voulait récupérer cette terre et Éric n'a jamais souhaité lui céder. On pense qu'il peut s'agir d'un mobile sérieux qui oppose les parties et qui aurait conduit à des sentiments de vengeance, de haine. Cette piste va orienter les enquêteurs vers un nouveau membre de la famille d'Éric, qui est le mari d'une de ses sœurs. Ce mari, c'est Jean-Michel. Jean-Michel est le beau-frère d'Éric, qui demeure lui-même sur la commune de Bune. C'est quelqu'un de plutôt bonhomme, sans histoire particulière, assez, on va dire assez détendu.
Quand je dis bonhomme, c'est oui, qui aime la vie, qui aime rire. C'est quelqu'un qui est... il est droit, cet homme. Il est droit, il est entier. Il doit peut-être pas être facile à vivre tous les jours. Il peut peut-être être un peu vieux jeu. Voilà. Il n'est pas forcément dans l'air du temps. Mais c'est un garçon rigoureux, c'est un bosseur. C'est un cadre, c'est celui qui a réussi dans la famille. Jean-Michel doit gagner 3 000 €. Les enquêteurs interrogent Jean-Michel et lui demandent s'il possède des armes. Jean-Michel va être entendu et il va nier avoir jamais possédé quelque arme que ce soit. On découvre rapidement que Jean-Michel a menti puisque des voisins alertent la gendarmerie. Jean-Michel détiendrait bien des armes chez lui. Une perquisition est menée par les enquêteurs et là, effectivement, on découvre une carabine 22 long rifle, cette même arme qui correspond à celle qui a abattu Éric. L'arme est alors confiée à un expert en balistique pour être analysée. L'expertise va conclure au fait que les empreintes de tir de la balle retrouvée dans le corps d'Éric correspondent avec les empreintes de tir d'une balle tirée avec cette carabine saisie. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon l'expert, c'est bien la carabine saisie qui a été utilisée pour commettre le crime. Jean-Michel aurait donc menti et serait en possession de l'arme du crime. Mais qu'en est-il de son alibi? Jean-Michel a un alibi, mais il n'est pas vraiment solide. Il explique et répète à plusieurs reprises qu'il était chez lui, dans son canapé, en train de regarder la télé, que son fils était dans la chambre, juste à côté, avec un copain, avec la porte qui était restée entrouverte, et que sa fille était à l'étage. Donc selon Jean-Michel et selon ses avocats, il était très compliqué que Jean-Michel récupère son arme, traverse le couloir avec son arme et sorte sans que personne ne s'en aperçoive. Mais selon les enquêteurs, l'alibi de Jean-Michel ne tient pas. Les enquêteurs vont penser qu'il a pu s'extraire de chez lui sans que ses enfants ne le remarquent et qu'il fasse le chemin à pied dans le noir de sa maison à la maison de son beau-frère, muni d'un fusil, le long de la route, pour aller se planquer dans un fossé et tirer sur son beau-frère comme sur un canard, quoi, quasiment. Alors, Jean-Michel est-il coupable? La dispute autour de l'héritage pour les terres aurait-elle pu le pousser à commettre l'irréparable? Les enquêteurs vont-ils trouver des preuves contre ce nouveau suspect? À Béthune, en 2002, l'étau se resserre autour de Jean-Michel. Aux yeux de tous, le beau-frère du défunt apparaît comme le coupable idéal. Les médias, évidemment, sans avoir fait le travail d'enquêteur, considèrent évidemment qu'on a le suspect, que tout ça se tient, et ensuite il suffit d'associer les éléments et les mettre bout à bout pour dire il y avait un enjeu qui était la pâture. Cet enjeu, il était important pour ses beaux-frères. Ils se disputaient la pâture. Comme cette pâture avait un enjeu, il fallait éliminer celui qui allait avoir ce morceau de terre. Et celui qui pouvait l'éliminer était bien sûr celui qui lui-même lorgnait sur cette pâture. Il a une arme, il est coupable. Aussitôt, on va arrêter Jean-Michel et on va le jeter en prison.
Lui va clamer son innocence de la manière la plus forte qui soit. Personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Ses avocats vont demander une contre-expertise. Là, on va apprendre avec stupéfaction que finalement, ce n'était pas l'arme du crime. Ça fait plusieurs mois qu'il croupit en prison et on tenait le coupable. Et pendant ce temps, l'enquête s'est complètement arrêtée. Les gendarmes l'écrivent d'ailleurs dans un procès-verbal. Ils disent « Nous stoppons toute investigation car nous savons maintenant qui est le coupable ». Mais malgré cette contre-expertise, Jean-Michel n'est pas libéré. Il y a tout un pan du dossier sur cette affaire de pâture, et en réalité, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait pchit. Ça a fait pchit. Il n'y a pas de mobile, il n'y a rien du tout, il ne s'est rien passé, pas de bagarre, pas de truc, et ça remonte à des années-lumière. Voilà. Alors après, voilà, bon, il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je ne sais pas, moi, à ma connaissance, il n'y a rien d'autre. Alors, Jean-Michel est-il victime de fausses accusations? Ou bien est-il un manipulateur, prêt à tout, pour l'argent? C'est un homme comme tous les Français, je veux dire, qui n'aime pas spécialement l'argent, mais qui aussi en a besoin pour ses besoins quotidiens. Mais c'est sans doute pas quelqu'un qui était là à faire des plans sur la comète pour essayer, par tout moyen, des moyens illégaux, de surcroît, voire criminels, au cas d'espèce, pour aller bénéficier éventuellement, par voie d'héritage, dans X années, d'un terrain de pas de valeur, quasiment. Ça veut rien dire, c'est pas un mobile. Et le déroulé du meurtre ne semble pas non plus collé. Son alibi est très solide. Et puis il y a une évidence absolue. Ce n'est pas un télépathe. Jean-Michel, comment aurait-il su l'heure à laquelle Éric allait rentrer précision? Deuxièmement, on ne va pas tirer lorsqu'il était dehors, lorsqu'il est descendu de sa voiture. On va tirer parce qu'il va ressortir. Comment pouvait-il imaginer qu'il allait ressortir? Il semble également difficile de croire que Jean-Michel aurait pu tuer Éric dans un laps de temps de moins de 30 minutes. Scientifiquement, il ne peut pas avoir commis ce crime. Il n'est pas possible qu'à 20h25 ou 20h15, il prenne une arme, traverse la route, s'allonge dans l'herbe, qu'il l'attende, qu'il tire, tue son beau-frère, ramasse les douilles, rentre à pied sur une route humide. Il apparaît alors difficile de croire que sur le trajet, personne ne l'aurait vu ou entendu. Il aurait croisé 50 véhicules, dont des vélos, des automobilistes, des motocyclistes, des passants. On ne peut pas traverser ce village sans se faire remarquer. Ça tient pas. Ça ne tient pas. Et pourtant, c'est ce que la justice et l'enquêteur, le gendarme, a voulu faire croire à la population, aux médias et surtout aux juges d'instruction. Mais même s'il semble avoir un alibi solide, l'arme en sa possession fait toutefois planer le doute. Jean-Michel a menti et il s'en explique en disant qu'elle n'était pas déclarée. Et qu'il pensait qu'à partir du moment où il ne la détenait pas de manière légale, en quelque sorte, il valait mieux ne pas en parler. Et une sorte de peur-panique confrontée aux gendarmes, et qui plus est dans cette configuration dramatique, qui va le pousser au mensonge, sans mesurer, je crois, la portée de ce mensonge.
ce mensonge, c'est idiot. Mais il me dit, oui, c'est idiot. C'est idiot, oui. J'ai pas vu, j'ai pas fait le rapport. Si vous voulez, cette arme-là, j'aurais pas dû l'avoir, au fond. Elle aurait pas dû être chez moi. Bon, alors, et puis après, je me suis enfermé. C'est-à-dire que j'ai vite réalisé que c'était une bêtise d'avoir menti. Mais j'étais en quelque sorte prisonnier de mon mensonge. Je ne pouvais pas changer, j'avais dit quelque chose. Vous savez, moi, quand je dis quelque chose, je dis quelque chose. Hein, c'est comme ça. Je crois que c'est un des traits du caractère de cet homme, qui par ailleurs est généreux. C'est un homme bon. Moi, je lui trouve beaucoup de qualités, sauf peut-être cette espèce de rigidité qui l'a desservi. Même son mensonge sur le fait de posséder des armes semble en fait le disculper. Son mensonge, c'est la preuve de son innocence. C'est la preuve de son innocence, parce que s'il est le meurtrier, il sait, évidemment, avec quelle arme il a commis le crime. Le meurtrier ne peut pas ignorer de quel fusil il s'est servi. Or, lui va cacher un fusil dont on sait qu'il n'est pas l'arme du crime. C'est la preuve, en réalité maladroite, qu'un mensonge peut rapporter la preuve d'une innocence. Jean-Michel, lui, il n'a pas de chance dans ce dossier. Il s'enferme dans un mensonge de peu d'importance au demeurant par rapport à l'histoire elle-même, renforcé par une expertise fausse, et le voilà emprisonné pour un sacré bon bout de temps et passé pour un criminel. Jean-Michel multiplie alors les procédures pour sortir de prison. Ces avocats régulièrement, tous les mois, en tout cas selon les règles légales, demandent sa remise en liberté, qui est à chaque fois refusée par le juge d'instruction, le magistrat instructeur. Et c'est au bout de 2 longues années que la requête finit par aboutir. Il sort de prison en février 2004. Au bout de la 10e, je crois, ou 11e demande de remise en liberté. Sa remise en liberté s'accompagne d'un contrôle judiciaire très strict. C'est pas du tout l'épilogue, mais c'est évidemment un premier soulagement important. Et c'est quand même, je crois, aussi symbolique de ce que la justice commence à accepter l'idée que peut-être elle ne tient pas du tout entre ses mains l'assassin d'Éric. Finalement, Jean-Michel ne sera jamais jugé. L'affaire aboutira à un non-lieu en novembre 2018. Cette affaire a mis près de 20 ans. Près de 20 ans avant que la justice ne finisse par reconnaître qu'elle s'était trompée, qu'elle avait fait fausse route, et que Jean-Michel ne pouvait pas être le meurtrier, l'assassin de son beau-frère. 2001, 2018. C'est-à-dire quasiment 17 années et demie, presque 18 années de procédure, 2 ans d'emprisonnement et 16 années de contrôle judiciaire pour Jean-Michel. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça a pu faire sur la personnalité, sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de Jean-Michel. C'est horrible quand non seulement vous êtes suspecté d'avoir tué, mais d'avoir tué pour de l'argent, alors que vous ne feriez jamais ça. Que Jean-Michel soit suspecté pour une affaire d'héritage, de tout pauvre héritage, c'est une souffrance sans nom et une honte dont on ne s'en remet pas. Aujourd'hui, 20 ans après, Jean-Michel est lavé de tout soupçon. Il va être question maintenant d'indemniser Jean-Michel pour qu'il puisse
être dédommagé? Peut-on effacer 17 ans d'angoisse avec 100 000 euros, 200 000 euros, 50 000 euros? J'en suis pas sûr. Ça ne viendra pas apaiser ses souffrances ou sa tristesse, mais la justice reconnaîtra officiellement qu'effectivement, elle a commis une erreur. Quant à Cécile, la veuve d'Éric, elle aurait bien touché l'assurance vie, mais son montant serait inférieur à 1 million d'euros. Cécile aurait touché 80 000 euros, c'est-à-dire une somme rondelette pour une femme qui gagne 1 500 euros par mois et dont la vie est modeste. Le meurtrier d'Éric, lui, est toujours dans la nature. Presque 20 ans après, personne ne sait qui a tué Éric. Ça reste un mystère. Ça reste une affaire que l'on range dans les crimes non élucidés. C'est un crime sans mobile, apparent. C'est un crime pour le moins étrange dans son mode opératoire. Pourquoi s'en prendre à un homme si simple? Enfin, il y a toujours, 20 ans plus tard, j'allais dire presque les mêmes questions que l'on se posait le lendemain du crime d'Éric. Héritage vous raconte chaque jeudi les histoires vraies de ces familles qui se déchirent. Merci de nous avoir suivis, restez avec nous car dans un instant, vous allez découvrir de nouvelles affaires d'héritage sur Énergie 12, juste après la pause de pub. Et n'oubliez pas cette citation de Marcel Pagnol, ce sont toujours des histoires d'héritage qui mettent la dispute dans les familles. A tout de suite sur Énergie 12.